Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Francis Viguier. Oui, C'est bien ça, Francis. tout à fait. Soyez le bienvenu. Nous vous remercions de nous avoir invités pour présenter notre contre-sommet. Voilà, donc vous êtes retraité de la Poste et coordinateur à la Carmagnole. Oui, C'est un lieu associatif, politique, de résistance. oui, absolument. C'est un lieu qui, à l'échelle de Montpellier, organise, mobilise, prépare à la fois des débats, à la fois des concerts, c'est-à-dire qu'il y a une dimension politique et culturelle aussi, et qui, par exemple, pour prendre quelques exemples de ces derniers temps, nous avons organisé en janvier et participé largement à une initiative sur la question de l'urgence culturelle. Nous avons organisé la venue de HK à Montpellier et son déplacement dans la ville de Montpellier. Nous avons organisé tout un cycle sur la Commune de Paris, puisque c'était quand même de notre point de vue et dans l'histoire de France un événement majeur. Et là, tout dernièrement, cette semaine, nous avons eu un débat avec Edwige Plenel de Mediapart, salle Rabelais, sur combattre les idées de l'extrême droite. D'accord. Donc vous êtes co-organisateur du contre-sommet France-Afrique qui se passe donc cette semaine à Montpellier. Donc vous avez 68 ans. Voilà, vous êtes syndicaliste. Vous étiez syndicaliste. Vous avez été conseiller municipal de 2008 à 2014 à Montpellier, élu. Ensuite, vous n'êtes pas représenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils n'ont pas voulu de vous? Non, c'est pas du tout ça. Je pense que moi, je suis attaché au fait qu'il faut que les gens tournent. J'avais dépassé les 60 ans, donc je pense qu'il y a un moment où je défends fermement la retraite à 60 ans, donc je pense que... Pour les politiques, c'est la même chose. Je pense qu'il y a les jeunes générations, il y a toujours des jeunes générations montantes, et qu'il faut... Ça, c'est une bonne idée, ça. Il faut que si tous les hommes sa place. Si tous les hommes politiques de 60 ans partaient... Hein, vous savez, il y a d'autres pays où il y en aurait 90% qui partiraient. Quoi. Il y a des hommes politiques plus jeunes qui trouvent leur place. Hein. Voilà, donc vous êtes montpelliérain depuis 30 ans, vous êtes originaire de Decazeville, vos parents travaillaient au Houillère. Oui, absolument. Donc politique gauche radicale, Mélenchon. Oui. Au niveau des loisirs, lecture, voyage, musique, éclectique, rock, Led Zepp, Clash, et classique, Haydn, Schubert. Voilà, ça c'est vraiment le spectre de la musique. Oui. La bonne musique, quoi. Tout à fait. Qualité homme d'expérience, si vous voulez. Ah non, mais c'est... Voilà, et défaut, manque de souplesse. Je sais pas, c'est aux autres de dire ça, parce que c'est toujours difficile. Voilà, donc le numéro 954 de la Glorieuse, donc on parle de Delafosse l'Africain, Divine Idylle, c'est le titre. La piqûre de rappel d'un contre-sommet qui devrait vacciner le maire de Montpellier. Voilà, c'est le programme. Oui. Est-ce que ça vous va? Je pense qu'au moins, en tout cas, ça pose bien la question. Quand même se rappeler que l'initiative, c'est Macron, qui est quand même le président du gouvernement, qui décide de ce contre-sommet, qui dans un premier temps devait se tenir à Bordeaux, puis qui maintenant se tient à Montpellier, qui devait se tenir en juillet, puis sur 3 jours maintenant, puis qui ne se tient plus que sur une journée. Je parle du sommet officiel. Donc voilà, et quand même dire qu'il y a eu au printemps une réunion politique très importante à Paris avec les chefs d'État où se sont décidés sur le fond les grandes décisions politiques. Donc là, on a à Montpellier cette initiative-là. Nous constatons que... Attendez, on va venir sur les questions. Là, je présente okay. le prochain numéro. Donc ensuite, en page intérieure, il y a un dossier sur une tribune libre là, sur les écolos sont-ils idéologues? Voilà, c'est un truc qui tourne en ce moment dans l'air. Voilà, sujet. Vous avez une idée? L'écologie est-elle une idéologie? En tout cas, elle est surtout un besoin impératif et actuel. Non, mais l'écologie punitive telle qu'aujourd'hui on l'applique dans les métropoles, dans les grandes villes. Je pense qu'il... c'est un vaste sujet pendant une minute, mais bon, sur la question de l'écologie, moi je pense qu'il y a
un besoin ressenti très largement dans la population et tout le monde se rend compte qu'on vient d'avoir le dernier rapport du GIEC, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, mais c'est sûr, il faudra toucher à des questions de fond. Bon, moi, j'emploie pas le terme écologie punitive, je sais qu'il y a des choses qui ne me satisfont pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de totalement incontournable, impératif et vital maintenant. En tout cas. Par exemple, la France est un des pays les plus écologiques au monde. Il n'y a pas d'industrie, il y a très peu de centrales au charbon. Mais il y a beaucoup de centrales nucléaires. Oui, mais les centrales nucléaires, justement, elles ne polluent pas. Elles polluent à terme, on va dire. Le problème est à terme. Elles ne polluent pas au niveau... On ne sait pas trop. Et après, il faut pouvoir les démonter et recycler voilà, les déchets. Ça, c'est un qui sont une fortune. Ok, donc ensuite on revient sur Avignon, La République en marche. Ils dansent tous en rond sur le pont d'Avignon. Un commentaire? Bon, je pense que... Ils ne sont pas tombés dans le Rhône? Non, mais je pense que Macron a des soucis pour l'avenir, pour son groupe, son parti, et qu'ils sont prêts à tout pour essayer de surfer et exister. Et voilà. Donc voilà. Francis, donc, est-ce que l'on peut dire que le sommet France-Afrique est une forme de néocolonialisme? Le sommet en tant que tel, oui, puisque... Bon, carrément. Oui. Écoutez, je vais développer. Déjà, ne serait-ce que pour toutes les questions qu'il laisse de côté. Parce que, bon, on a un sommet, c'est bien beau de dire Africa Fête, mais aujourd'hui, si nous parlons du continent africain, comment ne pas parler des migrants de la Méditerranée, cette nouvelle frontière, qui a fait qu'il y a plus de 1200 morts? Ça, ils vont parler, ça, il va y avoir des expositions là-dessus. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, pas qu'ils en parlent, c'est quelles sont les décisions qui sont prises. Aujourd'hui, et quand parmi ces migrants, un certain nombre arrivent à passer la Méditerranée, arriver en France, ils deviennent des sans-papiers, dans des conditions d'hommes et de femmes sans droit, qui sont dans des conditions extrêmement difficiles de vie. Voilà. On a quand même la présence africaine en Afrique. Voilà, il y a des sujets. On vient de le voir avec le soutien précipité de la France au coup d'État au Tchad. Donc tous ces sujets sont des sujets majeurs que nous allons aborder dans le contre-sommet et qu'on ne voit pas aujourd'hui, en termes de décision politique ou autre, qu'il y ait des éléments par rapport à ça. Alors le maire de Bordeaux, vous le disiez tout à l'heure, ville au passé négrier, a passé son tour. Est-ce qu'il a eu raison? Moi je pense que oui. Écoutez, quand aujourd'hui... Mais ce qui me surprend par ailleurs, quand même, je le dis là, mais c'est que si le maire de Bordeaux a passé son tour, qui est un maire ELV, il y a quand même un silence des plus étonnants de ELV sur Montpellier qui sont dans la majorité municipale. Tout comme le Parti communiste français, quand même ELV et le Parti communiste français ont des positions sur la question de la France-Afrique, sur le continent africain, et là c'est silence radio. Donc je vous dis ça comme ça. Moi je pense qu'il a eu raison de... Ils ont beaucoup de ce silence en ce moment, ELV à Montpellier. Écoutez, restons sur le sujet du contre-sommet, mais moi je pense qu'il a eu raison, puisque l'ensemble des conditions pour que ce soit un sommet de la solidarité, du droit des peuples et ainsi de suite, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que vous comprenez que Montpellier ait saisi la balle au bond? Non. Écoutez, moi je pense qu'il y a des... une ville sportive, donc... Il y a des logiques propres à des maires et autres qui se saisissent d'une opportunité pour faire parler de la ville et d'eux, mais je pense que c'est tel qu'il est présenté, et comme il y a quand même le boulet Macron par rapport à ce sommet, Macron qui viendra quand même le 8 octobre, c'est pas simplement une initiative culturelle locale, c'est une initiative politique du gouvernement français en direction de l'Afrique. Et donc là, incontournable, Macron vient à Montpellier le vendredi 8, il sera à l'Arena, assez éloigné du centre-ville, comme ça, voilà. Donc c'est un sommet où Macron est là, et Delafosse se situe de fait dans le chemin de Macron par rapport à ce sommet. D'accord.
comment vous expliquez que Delafosse ait saisi la balle au bon alors, vis-à-vis de Macron? Ils sont pas vraiment dans la même, pas vraiment dans la même gamelle. Non, non, absolument. Je ne dis pas que Delafosse et Macron c'est la même chose. Je dis simplement que là, je pense que c'est plus des intérêts particuliers pour faire parler de la ville et de lui. C'est un homme jeune qui pense qu'il a de l'avenir. Voilà, je pense que c'est ça le sujet le plus marquant. Et je vois qu'il a d'ailleurs décidé d'un budget significatif. Quel est le budget? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Le budget significatif, bah, on peut le voir quand même, vous voyez comme moi. Je sais qu'un tram customisé coûte entre 15 000 et 17 000 euros. Donc je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a des petits bandeaux partout dans la ville. On se sommet, il y a eu énormément de concerts, de moments décidés, donc c'est quand même un budget important d'en faire un moment significatif. Bon, pour nous, je vous le redis, l'enjeu, c'est de remettre au centre de ce contre-sommet ce dont on ne parle pas. Oui, non, on a compris. Voilà. Et vous voyez ça comme un marchepied un peu de Delafosse au niveau national? Moi, écoutez, ça, j'en sais trop rien. Je sais pas moi, je ne suis pas dans les plans de carrière des uns et des autres. Simplement pour dire que aujourd'hui, sur la ville de Montpellier, le sens de ce contre-sommet n'apparaît pas la main tendue aux migrants, n'apparaît pas la fin de la présence militaire française en Afrique, n'apparaît pas comme, écoutez, la question des dettes qui sont fortement présentes en Afrique, le pillage des richesses, des minerais et autres. Je ne vois pas ça apparaître comme l'objet de ce contre-sommet et de mettre fin à tout cela. Parce qu'il y a d'autres trucs, là. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir pour certains, mais en attendant, c'est le continent de la pauvreté, c'est le continent de la croissance démographique catastrophique, des pays gouvernés par des dictateurs. Est-ce que ce sommet, vous pensez, aura le courage de dire tout ça? J'ai des forts doutes, puisque je constate, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la France s'est précipitée pour soutenir un coup d'État au Tchad, contre l'avis même de la constitution de ce pays-là, que la France n'a aucun problème à accueillir des dictateurs et continuer à travailler avec eux. Et juste une chose quand même sur l'Afrique, un pays de la pauvreté, je dirais que c'est surtout le pays du pillage, parce que à qui profite le pétrole, à qui profite les minerais, à qui profite l'uranium, voilà. Et de la même manière, la présence coloniale à travers la question du franc CFA, dont la France, les banques françaises sont au centre du franc CFA. Parce que maintenant, donc après avoir pillé l'Afrique, comme vous dites, le seul avenir des enfants africains, c'est l'exil. Je pense que quand on quitte son pays dans les conditions où il le quitte, quand on prend des risques phénoménaux pour traverser la Méditerranée, quand on sait qu'on est racketté par les passeurs, que vous risquez votre vie, que vous pouvez être battu, violé, tout ce que vous voulez, je pense que ces gens-là, réellement, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir d'autre choix que d'essayer d'avoir une vie meilleure vers le continent européen. Et est-ce qu'on n'assiste pas à ces migrations massives vers l'Europe? Aujourd'hui, c'est la thèse de polémistes comme Zemmour, mais c'est la thèse aussi de nombreux économistes. Quelle est votre vision là-dessus? Je pense que l'affaire du grand remplacement est une vaste blague. Il suffit de regarder les chiffres d'entrée officielle d'immigrés tous les ans, qui sont des chiffres stables. Et en plus, comme vous l'avez évoqué, moi je vois très bien, j'étais dans un bassin minier à Decazeville, et dans ma classe, quand j'étais scolarisé, la moitié des enfants étaient soit d'origine espagnole, soit, je suis né en 53, soit d'origine espagnole, soit d'origine polonaise. C'est-à-dire que les besoins de main-d'œuvre à l'époque, parce qu'il y avait eu les guerres, 14-18 et 39-45, où il y avait des prisonniers, on a fait appel à de la main-d'œuvre espagnole ou polonaise pour venir travailler en France. Donc il y a ces pays-là qui avaient des difficultés, des gens venaient là aussi, parce que quand on n'allait pas les chercher dans les camps de concentration, à Rivesaltes. Mais l'idée du grand remplacement est quand même aujourd'hui une idée de l'extrême droite pétainiste, comme Zemmour, celui quand même qui a enlevé les droits de nationalité, par exemple aux Juifs, pas Zemmour, Pétain. Donc là, on a quelque chose qui
dont le seul but c'est de faire peur aux populations, inventer une identité. L'identité d'un pays, c'est ceux qui sont dans ce pays, qui le construisent, qui vivent avec, qui vivent au quotidien. Voilà, donc le grand remplacement. Alors, indépendamment de ça, il y a des grosses questions sur, évidemment, les questions économiques. S'il y a des gens qui migrent, posons-nous la question, pourquoi ils migrent? Pourquoi, alors que ces pays ont du pétrole, ont des minerais, ont des richesses, pourquoi ils n'arrivent pas à se développer? Posons ces questions-là. Pourquoi, aujourd'hui, on refuse les mêmes qui remettent en cause le changement climatique, sont en train de ne pas voir que si les questions de migration en raison des changements climatiques est une réalité aussi. Donc nous verrons ça, mais traitons ces problèmes plutôt que d'agiter des peurs et d'inventer que la France, qui fait 67 millions, va se voir envahie par je ne sais combien de millions de gens venus d'où, avec en plus une autre religion, une autre culture, parce que c'est ça les peurs. Pourquoi, selon vous, en Allemagne, là où il vient d'avoir des élections, on ne peut pas prononcer une fois le mot islam, et qu'en France, à chaque fois qu'on ouvre le poste de télévision, on nous parle de l'islam? Je pense qu'en France, c'est la recette qu'a trouvée l'extrême droite et la droite dure pour essayer d'avoir un fonds de commerce électoral. Et donc aujourd'hui, là aussi, je m'attriste, et de la place que accordent quand même les politiques et les médias, avec des chaînes ouvertes et des magazines ouverts à ces courants-là. Depuis quelques mois, là, la communication institutionnelle fait comparaison entre ce sommet et celui France-Espagne au lendemain de la transition démocratique en Espagne. Est-ce bien justifié? Ça me paraît quand même franchement exagéré, parce que bon, l'Espagne sortait d'une très longue nuit franquiste, avait perdu tous ses droits et autres. Donc là, on est plus dans le côté, la suite de l'échange inégal. C'est-à-dire que c'est ceux qui dominent qui font un sommet avec ceux. Et l'exemple est simple. Quand, par exemple, pour moi, qui est très éclairant, on voit que qui sont les invités à Montpellier? C'est la jeune élite africaine, hein, puisque c'est une opération de séduction par rapport à la jeune élite africaine. Mais le fond de l'affaire n'est pas là. Ça, c'est la continuité de la France-Afrique, des logiques néocoloniales, où on essaie de mettre en poste des gens qui seront d'accord avec nous, contrairement aux envies et aux besoins des peuples. Que la France commence à ne plus soutenir les coups d'État militaires, que la France commence à ne plus soutenir les dictateurs, qu'elle défende réellement la démocratie et les droits de l'homme, qu'elle arrête sa présence militaire dans ces pays-là, qui est quand même qu'une présence dont les doutes sont profonds, voilà. Et pour ceux qui sont les fanats de l'opération Barkhane, quand même, ils devraient quand même regarder que ce qui vient de se passer en Afghanistan est quand même assez éclairant sur ces présences militaires qui ne sont pas souhaitées par les peuples. Enfin, elles ne sont pas souhaitées par les peuples, mais la démocratie des États-Unis où les Français se retirent du Mali, ça laisse la place aux frères musulmans ou à des régimes vraiment qui sont encore plus loin que cet impérialisme, je dirais, français ou américain. C'est des régimes qui sont encore plus dans le recul de la démocratie et des libertés. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Sur comment ça se termine, moi je pense que de toute façon on ne peut pas faire les bonheurs des peuples à leur place. Chaque peuple a son histoire, et moi je fais confiance au fait que les gens souhaitent de la démocratie, souhaitent une vie décente, plutôt que penser que ce sont ceux d'ailleurs qui viennent et qui leur prétendent leur porter la civilisation, la démocratie ou autre. Moi je pense que les peuples sont tout à fait capables d'avoir leur propre dimension. Et regardons, dans notre consommé, on va faire une initiative autour de Thomas Sankara. Thomas Sankara a été assassiné. 34 ans après, son procès va s'ouvrir. Nous ferons une initiative, il y a un débat sur sa pensée avec quelqu'un qui s'appelle Azil Fall. Et le vendredi midi, puisqu'il y a une allée Thomas Sankara à Montpellier, une petite allée, hein, parce que quand on dit allée, des fois à Montpellier, c'est
On a l'impression que c'est énorme. Et donc nous ferons une prise de parole et autres qui rappellent ça, cette mémoire. Tout ça pour dire qu'il y a eu des dynamiques progressistes, qu'il y a eu des dynamiques démocratiques en Afrique, et que mieux vaut prendre exemple sur Thomas Sankara que sur d'autres que l'on appuie. Parce que, par exemple, le désengagement des Français au Mali, ça, tout de suite, il y a les Russes qui sont arrivés avec les troupes Wagner. Oui, Vous êtes au courant? oui, oui. Et donc, dès qu'il y a une perte d'influence, il y en a qui se mettent et qui se faufilent et qui arrivent. Non, écoutez, je suis pas naïf dans le monde, sur le monde tel qu'il est. Mais c'est vrai que, bon, et la présence de la France en Afrique est plus exactement la même qu'au tout début de la décolonisation. Mais il y a la concurrence de la Chine, il y a la concurrence d'un tas de pays. Voilà. Mais aujourd'hui, cette présence militaire n'apporte rien au peuple. Vous la trouvez néfaste. Vous la trouvez néfaste. Oui, oui. Je ne vois pas. Démontrez-moi un exemple en quoi elle a permis. Moi, je pense que c'est plus une présence militaire qui permet de l'exploitation économique, qui permet de garantir des intérêts de la France que réellement. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez qu'à voir quand même, il y a un certain nombre de pays où il y a eu des mobilisations, des manifestations contre la présence française en Afrique. Donc, bon, moi je crois que, voilà, c'est pas la peine de se cacher les yeux sur tout ça. Comment votre initiative de contre-sommet est comprise? Moi je pense qu'elle est comprise, puisqu'il y a quand même une soixantaine d'organisations et beaucoup d'ONG qui travaillent sur la question africaine, qui sont partie prenante de ce contre-sommet. Et de toute façon, c'est un lieu de débat et d'explication. Nous, tous ceux et celles qui sont intéressés par les thèmes que nous mettons en avant, les débats sont présentés, sont explicites, et donc tous ceux qui ont intérêt à vouloir en débattre, en discuter, échanger sur les sujets, peuvent venir à la Carmagnole, il y aura des présentations et les débats seront ouverts. Donc je pense que la compréhension, enfin, franchement, il serait incroyable si il y avait que la voix officielle du gouvernement français et de Macron. Enfin, en fait, ce que vous reprochez un petit peu à ce sommet, c'est que c'est un sommet marketing, mais c'est pas un sommet qui va à l'origine du contenu. Ouais, pour nous, nous, ce que nous souhaitons... Du contenu africain, c'est plus un sommet pour vendre à l'Afrique. Voilà. C'est un sommet marketing. Marketing, je ne sais pas si vous avez marqué si le mot marketing convient. C'est un contre-sommet qui ne répond pas aux problèmes de fond africains qui sont, bon, je ne vais pas répéter, mais la question du franc CFA, la question de la présence militaire, la question des matières premières, toutes ces choses-là. On va passer à la politique locale. Comment jugez-vous la première année du mandat de Michaël Delafosse? Écoutez, je pense qu'il y a un point intéressant qui est le fait que les transports publics gratuits avancent. Ça me semble une mesure qui était un engagement de sa campagne et qui est juste. Après, il y a d'autres points sur lesquels, que ce soit ce qu'on a pu appeler la bétonisation de Montpellier, je ne vois pas les éléments de rupture. J'ai l'impression qu'on est toujours dans la logique de construction. On a vu que sur des éléments quand même, comme un bidonville évacué à Montpellier, donc là, la municipalité a été plus absente, ou en tout cas a fermé les yeux. Donc voilà, mais moi, ça c'est mon avis personnel. Là sur le contre-sommet, je peux donner une parole collective, mais sur ces questions-là, c'est plus compliqué. Vous voyez une évolution par rapport à la période où vous étiez aux affaires avec Hélène Mandreau, ou la période Sorel? Vous voyez des évolutions importantes dans la gestion de Montpellier? Écoutez, c'est un an, donc c'est difficile à dire. On verra sur la durée, mais je pense que... Par rapport à Sorel, par exemple, il y a quand même des marqueurs, non? Oui, par rapport à Sorel. Sorel, encore autre chose. Mais Sorel, il a cru prendre le vent, Macron, et au final,
Ça n'a pas marché. Il a refusé. Voilà, refusé, oui. Il l'a pris tout en prenant pas. Oui, enfin, bon, voilà. Mais ce qui fait des choses incompréhensibles et tout le monde comprend qu'il l'a pris et qu'il est dans cette vague-là. Non, moi je pense que oui, mais les marqueurs essentiels pour nous sont autour des questions sociales, des questions d'évolution de la ville et autres. Bon, donc moi j'attends un peu, voilà, donc on verra. Mais je vous dis, c'est plus difficile d'avoir une parole collective sur cette question. Deux questions avant de passer à la question chapeau. Enfin, une seule question plutôt. Là, vous parliez aussi de balade décoloniale. Oui. Est-ce qu'il faut décapiter les statues des grands hommes, place de Georges Frêche? On ne va pas décapiter les statues. Ah, mais à certains endroits, il est. Mais en tout cas, disons les supprime. Mais là, il y a un mérite qui était à l'échelle de la ville de Montpellier, puisqu'il y a une continuité. Comme c'est la place des grands hommes, est-ce que cette place des grands hommes, ce sont réellement ceux-là, les grands hommes des grands dictateurs, voilà, et donc, il y a, voilà, donc nous aurons un point de vue, et y compris ce qui manque. Quand même, il y a eu des personnalités, si on parle du continent africain, qui méritaient ou qui ont une place importante sur la question du colonialisme ou autre, puisque c'est quand même été la question de l'indépendance des peuples, le siècle dernier, un grand moment. C'est quand même quelque chose qui a traversé le monde entier. Bon, je sais pas, par exemple, on pourrait penser que quelqu'un comme Aimé Césaire avait une place ou autre. Donc là, il y a d'autres choix qui ont été faits, à l'époque par Georges Frêche. Donc pour nous, partir de là, puisque en gros, et cette balade décoloniale sera faite avec des gens qui ont travaillé sur un guide décolonial à Bordeaux et à Marseille, qui est une très bonne idée. Et donc c'est de retraverser la ville en partant de la place des grands hommes et des absents. Ah, vous partez de là? Oui, on part de là. Ah, d'accord. On part de là. Non, mais je dis ça aux hasard. Non, on part de là, on partira de là. On partira de là pour, en gros, faire le point sur qui sont ces grands hommes et grandes femmes, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en penser et qui on aurait pu mettre à la place, et on retraversera différents endroits de la ville où il y a des noms qui sont banalisés ou autres, qui permet de refaire le lien sur l'histoire d'une ville. Il va falloir en supprimer beaucoup, parce qu'au 19e siècle, il y en avait beaucoup, oui, de colonialistes. Oui, mais bon, ça permet quand même de retrouver l'histoire d'une ville, au-delà de dire on passe par là, voilà, on ne sait plus qui c'est, on ne sait pas quoi c'est, à quoi ça correspond. En tout cas, pour nous, c'est le souhait, et c'est une initiative, je pense, originale, de présenter une ville et de s'approprier l'histoire de cette ville-là, de ses rues, des personnages qui dénombrent les rues. Voilà, donc on termine par la question chapeau, vous savez, chaque invité a droit à sa question chapeau. Alors si vous voulez bien tirer un petit papier. Donc cette question fait suite à un courrier des lecteurs qui ont publié dans le numéro de mercredi. J'ai découvert ça. Il y a prochainement une conférence à la Carmagnole sur la non-mixité, donc interdite aux hommes. Pour lieu de démocratie, n'est-ce pas curieux? Bon, écoutez, je vais répondre sur le fond. Vous êtes au courant? Non, mais je sais pas que... Non, mais ça ne me gêne pas de répondre à ça. Ah d'accord, ok. Parce qu'on pourrait... Non, je ne sais pas s'il y a réellement... Mais par exemple, considérer pour moi... que par exemple, c'est quand même une longue histoire, cette histoire de non-mixité. Par exemple, le mouvement féministe au début des années 70, pendant très longtemps, a eu des réunions, ce qu'on appelait des groupes femmes, des femmes qui se réunissaient entre elles, parce qu'il y avait une oppression et qu'elles avaient besoin d'échanger, d'en parler entre elles. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont dans la même condition puissent échanger, en parler et trouver des dynamiques et après se tourner vers l'extérieur. Donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait... Alors je suppose que derrière, là, il doit y avoir l'idée, parce que c'est arrivé maintenant, puisque, vous savez, il y a la fameuse polémique sur l'islamo-gauchisme, que des gens, comme on dit maintenant, racisés, puissent à un moment se rencontrer et parler entre eux de quelle situation ils ont ou autre. Moi, ça ne me choque pas, et je peux le comprendre. Maintenant, ah non, c'est simplement donc interdit aux hommes, donc c'est sur les femmes.
Oui, là c'est une réunion qui se passe dans un lieu public, enfin dans le lieu associatif, et qui est interdite aux hommes. C'est un peu choquant. Bah, c'est pas choquant à partir du moment où, bon, il faudrait que je vois le contenu. Moi, je vous dis, sur, par exemple, le mouvement des femmes, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout le mouvement des femmes qui a existé. Et on a quand même une sacrée piqûre de rappel aujourd'hui avec le mouvement MeToo, que des femmes aient besoin de parler entre elles, d'échanger de leur propre histoire et autres, et de définir ensemble quels sont leurs projets, est quelque chose qui me semble tout à fait compréhensible. D'accord. Eh bien, très bien. Merci à vous. Merci.